Bonjour à toutes et tous. Merci d'abord à Rémi et à Nathalie pour leur proposition. Je suis à la fois très heureuse et très émue d'être ici aujourd'hui puisque c'est l'école dans laquelle j'ai effectué ma thèse de doctorat entre 2011 et 2015. Et c'est la première fois que je reviens depuis 2020. Donc voilà, beaucoup d'émotions, mais très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc je suis aujourd'hui enseignante et chercheuse à la faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale et d'urbanisme LOCI à l'Université catholique de Louvain. Donc j'y enseigne depuis 2020. J'encadre actuellement 3 thèses, dont celle en codirection avec Rémi de Natacha Isso, et 2 thèses, dont une en codirection à LOCI. Alors à l'occasion de ces rencontres doctorales, j'ai mené ma petite enquête puisque je suis encore quand même assez récente au sein de ma nouvelle institution. Donc j'ai dû mener ma petite enquête pour savoir comment était abordée la question du projet, de la recherche par le projet dans les différentes thèses de ma faculté et de mon institut. Alors, peut-être pour ceux et celles qui connaissent la Belgique c'est un pays complexe avec différents niveaux de gouvernance, 3 communautés linguistiques. Donc l'ambition de faire aujourd'hui un retour sur ce que pourrait être une thèse de doctorat en architecture à l'échelle de la Belgique, c'était une ambition trop grande. Donc je me contenterai d'apporter des éléments sur la thèse en architecture en communauté française de Belgique. Cette thèse, elle se nomme thèse de doctorat en art de bâtir et urbanisme. Donc déjà peut-être quelques éléments de contexte. Donc c'est depuis 2009 avec l'application du décret de la communauté française de Belgique que l'enseignement de l'architecture a été intégré à l'université. Au préalable, c'était donc enseigné dans des instituts supérieurs d'architecture qui se trouvaient à Bruxelles et à Tournai, donc l'équivalent d'école d'architecture. En 2010 est créée la faculté donc LOCI, la faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale et d'urbanisme actuelle, sur 3 sites donc, à Bruxelles, à Louvain-la-Neuve et à Tournai. Donc l'UC-Louvain, c'est 14 facultés, 20 instituts. La faculté LOCI, elle s'inscrit dans le secteur des sciences et technologies. Il y a 2 autres secteurs, le secteur des sciences humaines et sociales et le secteur des sciences de la santé. Donc l'architecture a plutôt été associée au secteur des sciences et technologies, même si ça pose beaucoup de questions. Donc pendant un certain temps, la recherche en architecture est gérée de manière autonome par une commission de recherche spécifique, gérée par les enseignants de la faculté. Et en 2021, un nouvel institut, donc parmi les 20 que possède l'UC Louvain, est créé, le LAB, donc le Louvain Research Institute for Landscape Architecture Built Environment. Donc cet institut possède un règlement intérieur et s'organise en 3 grands pôles, 3 grands thèmes, que sont l'architecture, l'environnement construit au sens large et le paysage. La faculté d'architecture, c'est à peu près 1350 étudiants, répartis de la sorte, vous le voyez, à Bruxelles, à Tournai et à Louvain-la-Neuve. Donc le diplôme, il y a 3 diplômes, donc le diplôme d'architecte qu'on retrouve sur les 3 sites, le diplôme d'ingénieur civil qui est simplement à Louvain-la-Neuve et le diplôme d'urbaniste qui est aussi simplement au sein du parcours à Louvain-la-Neuve. L'Institut, donc c'est 10 équipes de recherche, à peu près 35 académiques, dont 35 professeurs. C'est 61 thèses défendues depuis le 20 avril 2006 et actuellement il y a 85 doctorants, doctorantes inscrits. Alors les doctorants et les doctorantes du lab ont 4 possibilités, en vrai 3, mais de financement pour faire leur thèse. Donc il y a un statut, le statut personnel scientifique et technique, PST, d'assistant. Donc ils ont un contrat avec la faculté pour à la fois enseigner, donc c'est une centaine d'heures, ça dépend, il y a des variations selon la thèse, l'orientation urbanisme, architecture et les sites, mais en gros c'est une centaine d'heures d'enseignement. Et donc ensuite à mi-temps, enfin sur le mi-temps du temps plein, ils ont la thèse. Donc ça représente
on ne voit pas, c'est caché, mais c'est 35, je crois. Voilà, 35 doctorants sur les 85 du lab. Ensuite, ils ont la possibilité de... Donc, pardon, pour le projet, enfin, pour les assistants, donc ils ont, pour les temps pleins, ils ont à peu près 4 ans pour faire leur... C'est des contrats de 4 ans pour faire leur thèse. Mais il y a un statut spécial qui est d'être assistant mi-temps. Donc, ces personnes-là ont une pratique en agence à l'extérieur. Donc, ils sont à mi-temps assistants et donc ils sont à quart temps sur la thèse. Et donc, ils ont jusqu'à 12 ans pour défendre leur thèse. Oui, les sujets sont plutôt, c'est plutôt libre en fait. Je vais y revenir, mais les doctorants, les doctorantes s'inscrivent donc dans un des 3 axes dans lequel ils se positionnent et bien sûr dans l'équipe de recherche dans laquelle ils travaillent, mais après les sujets sont relativement libres. Et c'est les doctorantes qui sont force de proposition par rapport au sujet. La deuxième possibilité de financement, ce sont des bourses extérieures à l'université, donc qui dépendent plutôt de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc avec des financements de type FNRS, donc l'équivalent de notre Fondation nationale de la recherche scientifique. Financement FRESH, FRIA, Innoviris, il y a plein de contrats, enfin, plein de types de financement, où là, donc, il y a un projet à monter en coordination avec le promoteur, dont on appelle le directeur le promoteur ou la promotrice de thèse. Donc c'est des bourses qui sont d'environ 4 ans. Certaines, c'est 2 ans, mais renouvelables. Mais en gros, c'est 4 ans, temps plein. Et donc j'entendais les salaires mensuels à Porto et à Valence. Nous, on est plus autour de 2500 € par mois, quoi, en temps plein. Voilà, donc c'est aussi 23 doctorantes sur les 85 que compte le lab. À ma connaissance, il n'y a pas de nombre limité. En fait. Je sais qu'il y a une enveloppe globale chaque année ouverte par le FNRS et les différentes structures de financement. Et selon en fait, le nombre de candidatures, ben, voilà, certaines candidatures sont prises ou pas, et l'enveloppe est divisée en autant de projets, mais il n'y a pas un nombre chaque année, 4 ou 5, comme dans d'autres présentations qu'on a vues. Il y a aussi type de financement, donc bailleurs de fonds externes, des fondations, des entreprises, mais assez rares, puisqu'on n'en a que 2 actuellement. Et on constate qu'on a quand même 25 doctorantes qui sont financés sur fonds propres. Un mot sur les niveaux de gouvernance. Donc on a à la fois une école doctorale qui est extérieure à l'université et qui regroupe en fait les 4 universités francophones de Belgique. Donc il y a l'Université libre de Bruxelles, il y a l'Université de Liège et l'Université de Mons, en plus de l'UC Louvain, qui sont donc sur cette école doctorale, qui est divisée en école doctorale thématique. Et donc pour le doctorant en architecture, art de bâtir et urbanisme, c'est l'école doctorale 62, architecture, urbanisme, ingénierie architecturale et urbaine. Cet organe, en fait, c'est plus un organe de validation administrative, il n'y a pas vraiment de validation sur le fond même de la recherche. Et en termes de contraintes, c'est pour les doctorantes un séminaire annuel. Ce qui est plus lourd pour les étudiants, c'est la commission doctorale qui, elle, est régie par l'université, donc avec un règlement intérieur qui est mis en place par l'université. Et donc, c'est elle qui valide en fait, les différentes étapes au fil de la thèse. Donc, elles sont au nombre de 4, ces étapes. Il y a le processus d'admission avec le fameux projet de thèse, un promoteur, un comité d'accompagnement. Donc, ce comité d'accompagnement, donc pareil, il y a des règles précises en termes de nombre de personnalités extérieures à l'université. Je crois que c'est au minimum 4 personnalités extérieures au promoteur ou à la promotrice de thèse. Et ce comité d'accompagnement en fait, est chargé de rencontrer le ou la doctorante à sa demande tout au long du parcours de thèse, avec une étape de confirmation qui doit se faire donc 24 mois après l'admission du candidat ou de la candidate, et qui est un peu l'équivalent ici du comité de suivi. Et donc là, il y a le comité d'accompagnement doit valider sur base d'un rapport écrit le fait que la thèse puisse continuer. La défense, donc ce que nous on appelle la défense, mais la soutenance se passe en 2 temps, avec une défense privée
sur base, pareil, d'un document écrit et au terme de laquelle il y a des recommandations ou des demandes de modification. La période, le temps entre la défense privée et la défense publique peut varier selon la quantité de modifications à effectuer. Donc ce produit thèse, au final, c'est 120 crédits minimum, ça peut aller jusqu'à 180. Et parallèlement à ça, comme la plupart de mes collègues l'ont présenté, il y a aussi une formation doctorale à effectuer qui peut se faire sur les 3-4 années du parcours, qui est de 60 crédits, et qui comprend la formation de cours, la participation à des séminaires, à des colloques, à des publications, à des projets divers. Donc, suite à ma petite enquête, je n'ai pas trouvé, à ma connaissance, depuis que la thèse d'architecture, depuis les exemples de thèses en architecture au sein de l'UC Louvain existent, de thèses sur travaux, comme on a pu le voir tout à l'heure, ou ni de thèses vraiment par le projet. Mais toutes les thèses, là, les 85 thèses qui sont toutes regroupées dans le panorama, dans le portfolio des doctorants et des doctorantes que vous trouverez en ligne via le lien qui s'affiche là, parlent de projets, s'intéressent aux projets. J'ai essayé de les regrouper, enfin en tout cas il m'a semblé qu'on pouvait regrouper, catégoriser ces thèses selon 3 dimensions par rapport au projet. Donc il y a les thèses qui s'attachent au projet comme objet d'étude, les thèses où le projet est plutôt un moyen d'investigation et les thèses où le projet est un espace, un lieu de prototypage. Donc à partir de cette proposition de typologie, je vais vous donner quelques exemples. Donc ici, les thèses d'abord qui abordent le projet comme objet d'étude. Donc cette thèse d'Andrea Anselmo qui s'intéresse au processus de conception de la villa d'Alava par l'agence OMA. La thèse a pour but, je cite, de pénétrer les significations les plus profondes du bâtiment afin de révéler les motivations, le processus créatif, les intuitions et les références de ses architectes. Donc le projet est ici étudié, questionné comme un acte culturel, une construction collective par la circulation des idées et des modèles. Dans la même idée, cette thèse de Fabrice Nukpaku s'intéresse à la manière dont l'habitat des Somba, un peuple du Bénin, se constitue et aux spécificités de cet habitat appréhendé de manière holistique à différentes échelles, donc pas seulement à l'échelle architecturale, mais aussi à l'échelle du paysage. Ici, la thèse de Louis Robert s'intéresse au projet comme processus cognitif et neurologique, en questionnant les échanges entre différents types de données qui nourrissent le concepteur. La thèse propose de réfléchir à de nouvelles manières plus itératives, plus collectives de faire le projet et interroge la place et le rôle de l'architecte dans ce nouvel écosystème. Ici, donc là, on passe deux exemples de thèses abordant le projet comme moyen d'investigation. Donc, c'est souvent des thèses à une échelle très territoriale, plutôt orientées, donc thèses en urbanisme. Géraldine Deneville s'intéresse, je cite, aux possibilités de promouvoir un développement communautaire socialement durable en incorporant les institutions informelles existantes dans la planification communautaire formelle, ceci à partir de la récupération et de la gestion des déchets dans la ville de Mexico. La thèse de Marie-Charlotte Dalin questionne également le processus de planification urbaine afin de mieux y intégrer l'urbanisme temporaire. Donc elle s'intéresse à tout ce qui est occupation temporaire en région de Bruxelles-Capitale. La thèse entend faire une proposition alternative pour réguler cette nouvelle pratique d'un urbanisme social à l'heure du néolibéralisme. Enfin, certaines thèses choisissent de questionner le projet comme espace de prototypage. Donc j'ai choisi aussi 2 exemples. Ici, le cas de la thèse de Lionel Herrings qui s'intéresse au Fab Lab, ces programmes et lieux de connaissance et d'apprentissage par la fabrication. La partie théorique de la thèse permet de confronter les concepts d'innovation continue, de destruction créatrice opposés aux principes de maintenance, de circularité et de sobriété, questionnant ainsi les enjeux liés à la fabrication et à la réutilisation de la matière et les impacts d'une croissance économique illimitée.
Enfin, la thèse de Gilles Baudouin propose de développer des prototypes de murs composites afin de stocker et de réutiliser les gains d'énergie gratuits, c'est-à-dire les gains internes et solaires en Belgique, donc une thèse qui est plus orientée sciences de l'ingénieur, mais qui est quand même une thèse en architecture et art de bâtir. Alors, toutes ces thèses, et je vous invite à aller voilà, regarder ce panorama des 85 thèses. Au-delà de cette proposition de catégorie, moi, elles m'ont nourri, elles m'ont permis de me poser... je trouve qu'elles font remonter, en fait, un certain nombre de questions. Elles font remonter la question de qui fait le projet. Est-ce que c'est l'architecte? Est-ce que c'est uniquement l'architecte? Et pour qui, en fait, est fait ce projet? La plupart des thèses questionnent cela. La plupart des thèses semblent être des questions sous-jacentes à cette question des acteurs. Elles travaillent à l'identification, à la valorisation et à l'intégration des voix invisibles et invisibilisées qui sont au-delà donc, des acteurs directs du projet, l'architecte, le client, l'architecte et l'habitant. Mais voilà, par la thèse, essayer d'identifier d'autres acteurs. Je pense donc aux familles pauvres des bidonvilles de Mexico dans la thèse de Géraldine, à des femmes immigrées racisées isolées dans la thèse de Chloé, aux lieux de non-droit d'occupation temporaire dans la thèse d'Anna. Bref, de s'interroger sur les acteurs, les actrices de la société civile dans cette action de la production de l'espace et de la ville. Et ce n'est pas de moi. Les doctorantes y remettent en question l'approche top-down du projet et la posture solitaire et dominatrice de l'architecte. Le projet, dans beaucoup de thèses, est appréhendé comme un processus vivant et continu, que ce soit en tant que référentiel culturel, j'évoquais cette dimension avec la thèse sur la circulation des idées et des modèles par rapport à la Villa d'Alava, ou comme construction collective et participative dans le temps long, en tant que processus participatif, collaboratif dans l'habitat groupé, par exemple, ou avec des approches plus systémiques et métaboliques, englobant le vivant au sens large dans l'analyse du projet. Cette vision semble entraîner chez les doctorants et les doctorantes un travail de réflexivité par rapport à leur propre position dans le monde et par rapport à leur position quand elles font la thèse de doctorat. Enfin, on observe dans certaines thèses le souci d'interroger la manière d'enregistrer et de raconter le projet, et ça a été évoqué, avec des tentatives de contre-récit à partir de médias différents du texte et du dessin. Thèse par le film, par exemple, on a des exemples, on a des cas, qui s'émancipent de l'écriture académique traditionnelle, avec l'utilisation du double récit, du jeu dans l'écriture de la thèse. Des thèses qui mobilisent des points de vue aussi différents, donc pas uniquement ceux des architectes ni ceux des humains. Les doctorantes concernés sont amenés à explorer différentes méthodologies, souvent issues des sciences humaines et sociales. Différentes manières d'aborder le projet, donc, qui pourraient d'ailleurs devenir, au vu en tout cas de cette diversité, moi que j'ai pu, qui pourrait devenir projet au pluriel, j'ai envie de dire. Ces thèses nous invitent à déplacer le regard, à sortir des référentiels uniques et anthropocentrés, à nous interroger sur notre propre rapport au monde. Et pour conclure, j'avais envie de finir sur ces magnifiques cartes tirées du manuel de cartographie potentielle que vous connaissez peut-être, Terraforma, qui illustrent que quand la posture change vis-à-vis de ce que nous observons, la vision change, le regard change. Et voilà, ce qui nous laisse méditer sur les multiples formes que peuvent prendre les recherches par, pour et sur le projet. Merci pour votre attention.